C'est-à-dire que les journalistes s'imaginent être objectifs et s'imaginent que leur petit milieu social, c'est le centre du monde et que c'est le seul point de vue qui vaille. Donc c'est vrai que quand un journaliste vient ici, il a toujours ce regard, j'allais dire condescendant, mais oui, je le dis condescendant. Ils ignorent totalement le point de vue d'autres classes sociales, d'autres milieux sociaux, etc. Ils ont la vision de l'anthropologue, mais sans la finesse de l'anthropologie. C'est-à-dire il vient avec sa petite machette, il coupe un peu les lianes et les roseaux, il croit avoir vu quelque chose, oh là là, un village d'indigènes, et il repart avant d'avoir pu parler aux gens. Ce qui fait l'unanimité lorsqu'on critique les médias, c'est le fait que l'information qui est produite serait biaisée par le fait que ces médias sont détenus en grande majorité par des grandes fortunes. Alors que quand on voit France 2, France 3, France 5, dans le traitement de beaucoup d'informations, c'est à peu près la même chose que TF1, M6 et BFM TV. Ce que font la plupart des journalistes le matin, c'est de lire les autres journaux, leurs confrères, pour savoir ce qu'ils ont dit et d'essayer de faire exactement la même chose. Donc on est dans une forme d'entre-soi total. Les chaînes d'information continue, ou TF1, France 2 et tout cela, on a plus des reportages qui veulent conforter une idée reçue. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas informer, pas forcément en tout cas, déformer la vérité très souvent. Ils ont des auditeurs, des téléspectateurs qui ne veulent pas brusquer en ayant des reportages qui iraient au-delà des préjugés. Pour être journaliste, il y a quand même un sens du déterminisme social, c'est-à-dire que les journalistes sont issus quand même de la bourgeoisie parisienne, de la bourgeoisie pour avoir les codes culturels, les entrées, le réseau pour trouver du travail, faire un parcours un peu scolaire assez modèle, Sciences Po, centre de formation des journalistes, etc. Et puis, une fois qu'on est dans une entreprise, je pense qu'il faut être particulièrement docile, obéir aux ordres des rédacteurs en chef. Les journalistes qui seraient éventuellement un peu rebelles, on les met immédiatement dans un moule, c'est-à-dire on leur dit, bon écoutez, on n'est pas là pour faire trop de réflexion critique, on n'est pas là pour remettre en cause les choses telles qu'elles sont, on est là pour faire des micro-trottoirs, pour faire des sujets prémâchés, pour réécrire des dépêches AFP, mais pas vraiment pour essayer d'enquêter, d'approfondir, de comprendre, etc. France Inter, quand j'écoute les interviews et quand j'écoute les infos qu'ils font, j'ai pas l'impression qu'on parle de la même réalité. Ils sont dans du théorique, du dogmatique, de l'idéologie, mais l'analyse des pratiques, on s'en fout un peu. Pour le décodex du monde, par exemple, qui illustre effectivement bien cette logique-là de l'objectivité, soi-disant, au-dessus des batailles idéologiques, tout en étant totalement partial et partiel. Pourquoi est-ce que Laurent Geoffrin produit l'information qu'il produit ? Tout simplement parce que c'est un gagnant, entre guillemets, de la situation sociale dans laquelle nous sommes. Comment est-ce qu'il pourrait critiquer en fait un monde qui justement est structuré autour de la publicité et du capitalisme? Ça serait lui demander finalement de produire une information qui est contraire à ses propres intérêts, aux intérêts de son journal, qui est une entreprise qui fonctionne grâce à la publicité. Et en fait finalement ce serait presque le contraire, ce serait qu'il fasse le contraire de ce qu'il fait aujourd'hui qui serait complètement étonnant. Le journaliste qui réussit, il suffit de voir les Christophe Barbier, les Renaud Dely, enfin les gens qui sont sur tous les plateaux télé, les Éric Zemmour, etc., Caroline Fourest, sont des gens qui sont assez lisses, qui peuvent avoir un peu d'impertinence, mais vraiment une impertinence qui va dans le sens de l'ordre dominant. Caroline Fourest dénonce les islamistes pour mieux valoriser une république laïcarde, autoritaire, etc. Éric Zemmour un peu dans le même style, encore plus extrémiste, mais finalement ce sont des gens qui déjà n'ont aucune raison de dénoncer l'ordre social capitaliste, puisqu'ils en profitent, puisque cet ordre social les met quand même dans une position hiérarchique assez avantageuse. Alors bien sûr, on peut critiquer les grands médias capitalistes qui s'intéressent pas aux luttes sociales, qui s'intéressent pas aux luttes d'en bas, aux luttes dans les banlieues, aux luttes contre les violences policières. Mais si on prend les médias comme Acrimed, Le Monde diplomatique, ils ne s'intéressent pas non plus à ces luttes
qui ne concernent pas leur classe sociale, puisque ce sont des luttes faites par des jeunes de quartier ou par des militants politiques qui ont une vision qui n'est pas la leur, qui n'est pas centrée sur l'État, mais qui est plus centrée sur l'autonomie et sur un autre imaginaire politique. C'est l'attitude du journaliste. C'est-à-dire que le journaliste, il vient au quartier, dans n'importe quel quartier de France, il vient en territoire quasiment de guerre. C'est pour ça qu'ils ont assimilé le lexique et les techniques des journalistes et des grands reporters en zone de guerre, Bagdad, etc. C'est-à-dire qu'il faut un fixeur. Un fixeur, c'est une personne qui va nous servir d'intermédiaire, d'entremetteur, et nous présenter des profils types, nous simplifier le travail et surtout nous autoriser à rentrer dans cette zone de non-droit. Donc déjà, on est dans zone de non-droit. C'est déjà politiquement très axé. Cette critique du journalisme professionnel, du coup, est très peu fréquente, même parmi les journalistes alternatifs qui se vivent quand même comme des journalistes. François Ruffin est un journaliste, Serge Halimi du Monde diplomatique est un journaliste. Comme le dit Karl Marx, le journalisme, la presse ne devrait pas être un métier, puisque dès lors que ça devient un métier, une profession, on est dans une codification, on est dans une forme de conformisme, de conditionnement, de manière de faire, et surtout dans une logique de plaire à un public, quel qu'il soit, et pour vendre davantage de journaux. Si Marine Le Pen avait lu Le Monde diplomatique, elle aurait cité sur tous les plateaux. Parce que c'était vraiment exactement, c'était l'islamisation de la France. C'était exactement ça. On pouvait lire ça, mais c'était même pas en filigrane, c'était vraiment en très gras. Est-ce que c'est dans les discussions entre la rédaction et le journaliste? Est-ce que c'est dans le journaliste tout seul dans son esprit? Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce qu'il a pu nous dire dans des discussions après coup, c'est qu'il est venu avec des a priori en tentant de les valider. C'est quand on lui expliquait quelque chose, il disait « Non mais tu me dis pas tout ». Et en fait, je pense qu'il nous a vus sous le coup de la suspicion, entre guillemets, ah vous êtes beaucoup de jeunes rebeux, etc., diplômés, tout ça, vous voulez me la mettre à l'envers, mais moi je veux voir le vrai quartier, la version route. Les médias antilibéraux, altercapitalistes, etc., sont aussi dans une forme de routine intellectuelle, sont aussi dans des formes de connivence. On va inviter des gens comme Frédéric Lordon, les experts habituels qu'on voit notamment dans le film Les Nouveaux Chiens de Garde, Acrimed, Serge Halimi, etc. Il y a aussi également des formes de réseaux de connivence. Il y a aussi une espèce d'entre-soi, de bulle médiatique à l'intérieur de ce petit milieu-là, qui est également replié dans un monde intellectuel et a très peu d'ouverture finalement sur la société. Ce qui en est révélateur, c'est le film de François Ruffin sur Merci Patron, qui est révélateur du fait qu'on va s'intéresser aux classes populaires, mais avec une approche hyper orientée, c'est en gros d'utiliser les classes populaires, dépeintes comme des victimes incapables finalement de s'auto-organiser et de mener leur propre lutte, qu'on va instrumentaliser dans le but de faire passer un message politique qui globalement est voilà, il faut faire payer la finance et les grands patrons et il faut que l'État reprenne les petites entreprises en difficulté. Que ces médias alternatifs, altercapitalistes, ne remettent pas en cause fondamentalement l'ordre existant. Ils se réfèrent à une logique capitaliste, c'est-à-dire qu'eux aussi veulent relancer l'économie, pas par des recettes libérales, mais par des recettes keynésiennes. Eux aussi s'intéressent à la campagne présidentielle et pensent que la présidentielle peut changer, ou les législatives peuvent changer, pas en votant pour Macron et Fillon, mais pour Mélenchon et François Ruffin, qui se présentent. Et donc, ils sont aussi dans cette logique assez institutionnelle. Et donc, finalement, ils peuvent avoir exactement les mêmes agendas que les journaux traditionnels. Ils s'intéressent à la présidentielle en France. Si ces intermédiaires s'intéressent effectivement aux classes populaires, ils le font de manière un peu condescendante en leur faisant dire ce qu'ils veulent qu'elles disent, c'est-à-dire voilà, non au néolibéralisme, oui au capitalisme régulé par l'État. Ils partagent beaucoup de points communs avec les médias qu'ils critiquent. C'est pour ça qu'ils en font une critique essentiellement superficielle, puisqu'ils ne critiquent pas l'État, le capitalisme, mais juste le libéralisme et le mauvais fonctionnement des institutions actuelles de la Ve République. La différence entre des médias d'info continue, on peut dire, même si TF1 c'est pas de l'info continue, mais c'est à peu près les mêmes techniques, c'est-à-dire des buzz, ça surfe sur le buzz de l'actualité.
Et le monde diplomatique, il y en a des grandes. Mais sur ce sujet-là, c'est vrai que quand on lit l'article et quand on voit la polémique sur les cafés de Sevran, par exemple, parce que ça se rejoint, est-ce que comme par hasard, c'est les cafés, la présence des femmes et la présence de l'alcool, en tout cas la présupposée absence d'alcool, la présupposée absence de femmes dans les cafés, qui a posé problème dans ces deux sujets-là. Donc Sevran, sur France 2, et cet article-là. Bon, déjà, moi, la première chose que je lui ai répondu, c'est pourquoi faire une fixation sur ça? À un moment donné, moi j'ai grandi dans les bars à 7. Mon père fréquentait beaucoup les bars en zinc, là où il y a du pastaga et des demi. Des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Mais pourquoi, quand c'est dans les quartiers, on doit montrer patte blanche? Pourquoi on doit montrer une parité? Pourquoi on doit, au nom d'un esprit républicain ou de la laïcité ou je ne sais pas quoi, qui sont invoqués à tort, parce qu'on parle d'un bar. Je ne pense pas que ce soit la volonté du monde diplomatique, vu les autres articles qui contrebalancent totalement cette image-là, de vouloir diaboliser les quartiers et surtout la jeunesse masculine des quartiers. Tu vas faire un papier pourri à la paillade si t'as pas passé, si t'as pas passé du temps juste à te balader à la paillade. Moi, pour faire un papier sur la tour d'Assas, en amont, je vais passer 6 mois à rencontrer les femmes de la tour d'Assas toutes les semaines pendant 3 heures. Et je ne peux pas restituer quoi que ce soit d'honnête si j'ai pas ce temps-là. Pour qu'une autre forme de journalisme émerge, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est le public qui fréquente les écoles de journalisme. On va commencer par là, c'est très homogène. Donc à un moment donné, il faudrait mettre de la couleur, mais pas mettre de l'arabe pour mettre de l'arabe, du noir pour du noir. Parce que si vous mettez de l'arabe que son père est médecin et avocat, ça ne sert à rien. Mais à un moment donné, il y a des gens qui sont compétents pour intégrer ces écoles-là. Donc avoir d'autres critères peut-être de sélection. Je pense que ça aiderait beaucoup. Il faut du temps. Tu peux rien faire si tu n'as pas de temps, vraiment. Hein. Il faut du terrain, donc ça va avec le temps, mais il faut avoir le temps de... Tu vois l'image qu'on avait des journalistes il y a 50 ans, tels que tu les vois dans les vieux films policiers, le mec qui traîne, qui va dans les bars, moi, c'est à ça que j'aspirerais, tu vois. Je suis quelqu'un qui traîne pas mal dans la ville et j'ai l'impression que ça fait partie de mon métier, ça, tu vois, de partir me balader avec mon chien et de traîner à une terrasse de café, de parler avec des gens, d'aller... La vision du journalisme, enfin, pour moi, ce qui pourrait sauver le journalisme, c'est de revenir réellement à une pratique du terrain. Heureusement, aujourd'hui, il y a dans les réseaux sociaux, sur Internet, etc., une remise en cause aussi du journalisme en tant que profession. Et je pense que c'est aussi une remise en cause qui est très peu audible, qui est très peu diffusée, mais qui est, à mon sens, le cœur de la crise du journalisme, le fait que les journaux ne se vendent plus, puisque dès lors qu'on peut lire soit dans son fil d'actualité Facebook les différentes infos qui peuvent être repris de médias mainstream par ailleurs, mais surtout de sites d'information alternatifs, etc., eh bien on s'aperçoit que des gens qui font des trucs tout seuls dans leur coin, avec peu de moyens, peuvent diffuser une information et un contenu beaucoup plus intéressant que des grands groupes capitalistes qui sont des professionnels de l'information, avec des journalistes qui ont des cartes de presse. Voilà. Et que ce qui dérange le plus dans la critique des médias, pour les journalistes, c'est d'attaquer cette espèce de solidarité corporatiste. Hein, les journalistes sont une profession qui aime très peu se remettre en question. Hein. La police également, ça fait partie de ces professions-là qui a très peu de regard critique sur elles-mêmes. Je pense pas qu'il y ait, tu vois, j'ai jamais rencontré de journalistes... tu vois, manipulateur ou content de se dire moi je vais porter la parole des dominants ou non, très honnêtement, j'ai jamais rencontré de gens comme ça. Après, ouais, il y a une forme de corporatisme et aussi d'ego très présent dans la profession où on va pas se remettre en question. Ouais. Parce que je pense que ce qu'il faudrait, c'est être dans les autres rédactions, pas créer un journal des quartiers, qui est déjà bien ce que fait le Bon du Bloc, mais je pense que ça c'est le préquel. Et maintenant, il faut passer à l'autre vitesse, c'est-à-dire trouver ça normal, quand on veuille faire un article sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, d'aller travailler avec quelqu'un qui maîtrise ce sujet. Et on le fait dans tous les autres sujets. Et c'est ce qui est vraiment énervant, c'est qu'on a une gestion, je vais dire le mot qui peut être très mal compris, mais néocoloniale des quartiers, aussi bien dans la presse que dans la politique, etc.
parce qu'on nous voit toujours comme des territoires étrangers, des territoires porteurs d'insécurité, des territoires où il faut se méfier, où il y a la fourberie, où il ne faut pas croire les gens sur parole, etc., etc. À un moment donné, ça devient pesant. Donc qu'est-ce qu'on fait au final? On se recroqueville sur nous-mêmes et là on nous dit oui mais vous communautarisez. Non, on ne se communautarise pas du tout. C'est juste à un moment donné, à force de se faire cracher dessus, c'est vrai qu'on met la capuche sur la tête. Il y a quand même eu la grève AITD, qui est un événement assez notable, dans le sens où il n'y avait pas eu de grande grève dans le milieu des médias depuis très longtemps. Et donc ça prouve que ce milieu médiatique n'est pas totalement infaillible. Il y a de la contestation aussi qui peuvent exister. Il y a des journalistes qui peuvent s'apercevoir de la médiocrité de leur travail et peuvent se rebeller à un moment donné. Et je pense que c'est important de critiquer les médias, de montrer leur importance et leur dangerosité, mais attention à ne pas leur accorder une espèce de pouvoir tout-puissant. Ils ne sont qu'une des composantes de la société, ils sont plus un reflet de ce que pensent les classes dirigeantes que véritablement l'idée d'un bourrage de crâne qui fait que, par exemple, le téléspectateur de TF1 serait censé boire les paroles du JT, ou voilà. Je pense que ça ne se passe pas exactement comme ça, que heureusement le public a son esprit critique, que les gens ne sont pas forcément dupes du matraquage médiatique et qu'il faut le relativiser.